Élu député libéral de Montréal-Sainte-Anne en 70, George Springate est un député au parcours inusité. Policier à la Ville de Montréal, joueur de football des Alouettes, diplômé en droit et en psychologie. George Springate s'est distingué comme un ardent défenseur des droits des anglophones et par son aide à la jeunesse. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Springate. Bonjour. M. Springate, vous avez commencé, avant la politique, une carrière dans la police de Montréal. Même ça a duré, je pense, 10-11 ans. 11 ans. 11 ans. Vous souvenez-vous de quelques exploits mémorables? Bon, la chose, c'est que après 3 ans comme policier qui patrouillait la rue puis dans une auto, on m'a demandé de devenir la voix en anglais du service de la police de Montréal. Et j'avais 2 émissions de télé à CFCF, Police in Action, ça s'appelait. Et j'ai fait ça pour 8 ans. J'ai donné des discours tout partout, toujours en revalorisant le rôle du policier. Comme ça, chaque fois que vous me voyez à la télé, j'étais dans une bonne aire parce que je vous parlais de vous protéger, comment vous pouvez vous-même vous protéger et qu'est-ce que le service de la police faisait. Et ça m'a donné une ouverture ou une notoriété, si vous voulez. Tout le monde me connaissait. Le nom de George Springate, c'était bien ancré. Puis n'oubliez pas, dans les années 60, il n'avait que 4 antennes de la télé, pas comme aujourd'hui avec 200. Comme ça, tout le monde se regardait. Il y avait un autre côté français, ben c'est moi qui faisais l'anglais. Et en réalité, c'est ça qui a changé ma vie. Ça m'a donné une perspective, si vous voulez, mais non seulement ça, que les gens me connaissaient. De jeune âge, j'ai appris que tout partout où je me présentais, les gens me connaissaient. Il faut que je fasse attention. Ça, c'est la chose que je remarque le plus de ma vie comme policier. Mais vous faisiez de la patrouille, donc parfois vous aviez à intervenir sur des drames. Ça a dû vous arriver sûrement. Vous regarderez, il est toujours cassé. Je vais vous expliquer l'histoire. C'était le vendredi avant Noël, 7 heures le soir, sur rue Sainte-Catherine, puis un homme d'une taille, puis une grosseur, puis une habileté, il se battait une femme. Tout le monde le regardait, personne n'osait faire quelque chose. Moi, j'ai décidé, comme policier, d'intervenir. Comme ça, je protège la dame. Et lui et moi, on commence. Bien, il est plus vite que moi, plus habile que moi. Et comme ça, moi, je décide de lui donner un droit. Puis moi, j'ai frappé une mur de briques. J'ai cassé mes jointures. Puis lui, il riait de moi. Il est resté là. Il s'est fait arrêter le lendemain matin, il y a 4 mois. Mais moi j'étais comme ça pour 6 mois. Et encore, ça n'a pas guéri. Ça, c'est peut-être les choses les plus mémorables que les choses que je me souviens. Mais tout en étant policier, avec vos émissions de télévision, La Patrouille, vous avez continué des études en psychologie et en droit pour devenir avocat, finalement, en 69. Qu'est-ce que c'est arrivé? C'est que j'avais une 11e année. À l'époque, ça prenait une 9e année pour devenir policier. Moi, j'avais une 11e année. Comme ça, d'après des policiers, j'étais instruit. Bien, mes parents et moi, on savait que je n'étais pas instruit. Puis, j'ai décidé de retourner à l'école pour, finalement, améliorer ma vie. Puis, j'ai obtenu un degré, un bac de Sir George, qui est devenu Concordia, en psychologie. Et après ça, je suis monté à McGill, puis j'ai obtenu 2 degrés à McGill. Le droit civil pour la province et le droit commun pour les autres provinces et les territoires. Et en réalité, c'est ça qui a changé ma vie. À un certain moment donné, je suis un homme instruit. Je peux avec une 11e année. Puis il vous dirait que j'étais l'homme, le policier le plus instruit au Canada à l'époque. Aujourd'hui, c'est différent, bien, à l'époque. Et ça, c'est quelque chose que le service de la police a oublié. Le service voulait, le directeur,
Puis moi, je travaillais pour lui sans intermédiaire. J'étais constant, puis je travaillais pour le patron. Ils m'ont dit, après mon premier degré en droit, vous allez travailler aux affaires légales. J'ai dit non. J'ai dit, moi, je vais être policier et non pas avocat pour la ville comme policier, puis vous allez me payer le salaire d'un sergent. Je n'accepterai jamais ça. Parfait. L'année suivante, quand je vais obtenir mon deuxième degré en droit, il me dit la même chose. Je parle de Jean-Paul Gilbert. Et moi, j'ai dit non. Moi, je vais continuer de travailler comme policier, n'importe où comme policier, mais je travaille comme policier. Je reçois le deuxième, et un vendredi matin, le sous-directeur, le directeur adjoint, whatever, et il m'appelle, je vais le voir, il dit, le directeur m'a dit de vous dire, oups, ça fait 8 ans que je travaille pour lui, là. Le directeur m'a dit de vous dire qu'à partir de lundi, vous êtes muté aux affaires légales. J'ai dit non, je me lève, puis je donne la main, je dis, it's over, I quit. Puis c'est ça que j'ai fait. Vous avez quitté le service de police. Mais durant ces années-là, là, 8 ans, à faire la patrouille puis d'étudier, comment vous conciliez les deux? Puis je joue au football McGill aussi en même temps. Ça, c'était mes heures de loisirs. Difficilement. Ce que je dis, dans la vie, il faut payer un prix. Des fois, c'est de l'argent, des fois, c'est le santé, des fois, c'est d'autres choses. Et moi, je savais que c'était impérial pour moi de chercher une éducation valide, une éducation que, donc, moi, je pourrais travailler n'importe où. Et dans la vie, il y a une chose. Le gouvernement peut prendre tout, sauf que ce que vous avez ici. Et le service de la police, c'était la même chose. Moi, j'étais un homme instruit. C'est pour ça qu'ils voulaient me casser en disant, vous allez faire ce qu'on vous dit de faire. Bien, je n'étais pas marié. Ça, c'est une chose. Je n'avais pas 3 enfants, comme tous les policiers de 29 ans, 30 ans. Et la chose, c'est que j'avais une instruction. Je pouvais trouver un emploi ailleurs. Ce que j'ai fait, j'ai quitté le bureau central de le service de la police de Montréal. À pied, je suis monté à boulevard Dorchester, puis dans 15 minutes, j'avais un emploi. Franklin et Franklin. C'est aussi simple que ça. Vous venez de faire allusion à l'Université McGill. Vous avez entrepris une carrière au football aussi, et qui vous a mené jusqu'aux Alouettes. Wow! C'est que mes loisirs, c'était de jouer au football. Le service de la police me refusait de jouer professionnel 2 salaires. Il y avait, dans leur tête, je ne pouvais pas gagner 2 salaires. Comme ça, j'ai joué au football pour McGill. J'étais capitaine du club, etc., etc. Mais j'ai été repêché par les Tiger Cats de Hamilton. Ils ont fait un échange avec les Alouettes. Et là, je deviens député. Et 3 mois plus tard, je commence à jouer avec les Alouettes. Le député botteur, il m'appelait. Vous vous êtes lancé en politique en 70, là, Oui. avant de jouer pour les Alouettes. Dans quelles circonstances vous êtes venu à être candidat? Moi, je n'ai jamais pensé, dans ma tête, d'être un député. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais pensé à ça. Il y avait 2 journalistes de Montreal Star, Hubert Gendron et Don Foley, qui sont venus me voir. Parce que moi, j'ai été ami avec les journalistes de tout partout. Puis, ils m'ont dit que peut-être j'aimerais me présenter dans le comté de Sainte-Anne. J'ai dit, fou! J'ai dit, Sainte-Anne, c'est Frank Hanley, il est là depuis 22 ans. Puis, on m'a invité à parler avec Paul Durocher, l'éminence grise du parti. On parle une première fois, on parle une deuxième fois. Puis là, il me montre des sondages. Il dit, George, tu gagnes facilement. Il dit, t'es connu. Ton nom, t'as un nom que tout le monde connaît. Et puis, il m'a dit ceci, je vais vous parler comme dans vrai politique. Il dit, vous avez quoi, 30 ans? Frank Hanley a 66 ans. Vous êtes un grand costaud, lui, il est 5 pieds 2. Vous êtes instruit, lui, peut-être il est en 7e année. Il dit, je vous garantis qu'il ne voudra pas faire un débat avec vous. Je vous le garantis. All right, comme ça, le dimanche matin, 22 jours avant les élections, Paul Durocher et moi, on va chez Shea Magnal, le taverne, même si c'est un dimanche, ça a été ouvert. Et, Très connu d'ailleurs. Oui, bien connu d'ailleurs, vous l'avez. Puis, il me présente les gens qui ont des cartes de membre du Parti libéral, que je suis le candidat.
Et le 29 avril, j'ai été élu par une marge de 4 000. Comme ça, les sondages étaient bien. Mais j'ai travaillé fort. Et ce que j'ai demandé au parti, c'est de me donner 3 hommes, femmes qui pouvaient faire une campagne. C'est moi, Les habitués. Je n'avais jamais. Moi, ce que j'ai fait, il ne faut pas oublier, en 1970, en réalité, nous, du Parti libéral, on avait 2 slogans, et c'est tout. 100 000 jobs. Nous autres, en anglais, on l'appelait Bob the Job. Le premier ministre, on l'appelait Bob the Job. C'est 100 000 jobs. Et deuxièmement, c'était la première fois dans l'histoire du Québec que le Parti québécois avait des candidats dans les 110 circonscriptions. Comme ça, moi, il faut donner un vote pour le Canada. C'est devenu ça. Et moi, j'avais des avocats qui venaient travailler dans ma campagne, et il fallait d'autres, il fallait avoir des femmes aussi. Comme ça, moi, je me suis allé à l'hôpital général de Montréal, à Royal Vic, et j'ai parlé aux gardes-malades. Et je leur ai demandé de venir me donner un soir pour le Canada, et je leur ai dit qu'ils étaient pour faire le porte-à-porte, mais avec un avocat. Et comme ça, ils étaient pour être en sécurité, etc., etc., puis ils sont revenus à maintes reprises. Pas seulement un soir. Oh, non, non, non. On a eu du plaisir. C'était une campagne des jeunes, en réalité, 30 ans et moins. Puis, quand on a gagné, c'était toute une histoire. C'était toute une soirée. Pour situer là, le comté de Montréal-Sainte-Anne, là, c'est où à Montréal? OK. Pointe-Saint-Charles, la Petite-Bourgogne, une partie de Saint-Henri, mais le centre-ville de Montréal aussi. On montait jusqu'à la rue Sherbrooke, du fleuve Saint-Laurent, jusqu'à la rue Sherbrooke, Atwater, à Boulevard Saint-Laurent. Comme ça, Chinatown, puis tout ça, ça faisait partie de notre comté, si vous voulez. Et on avait une divergence. Une fois, on arrive à Boulevard Dorchester, là, vous avez des gens, pas d'école bleue, là, vous avez des gens qui travaillent dans les bureaux et qui ont des professions. Comme ça, en réalité, j'avais ces deux-là. 80 francophones, 20 anglophones. Et pas tous des fortunés. Non, 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 non. N'oubliez pas, des cols bleus à partir de Boulevard Dorchester au sud au fleuve, c'était des cols bleus. S'ils avaient une éducation, bien, qu'est-ce qu'ils voulaient, eux? C'était une éducation pour leurs enfants. C'est ça qu'ils voulaient, eux. Qu'est-ce que vous avez ressenti le soir de votre première victoire, puis celle, évidemment, des libéraux qui prenaient le pouvoir? Premièrement, je ne savais pas à quoi que je m'embarquais. Ça, c'est une chose. Je n'avais jamais fait. Je n'avais jamais planté venu ici à l'Assemblée nationale. J'avais rencontré Pierre Laporte, Goldblum, puis en réalité, c'était ça. Bourassa n'est pas venu chez nous. En réalité, il n'avait pas besoin de venir chez nous. Bon, les sondages, puis Paul Durocher, il savait qu'est-ce qui se passait. Mais ça, à un moment donné, le soir, vous êtes un député. Bien, on fait quoi comme député? Moi, je n'avais aucune idée. Je n'avais demandé qui que ce soit à un député. Et c'est Pierre Laporte qui nous a donné des cours ici. 2 semaines après avoir été élu, Pierre Laporte, je pense que c'était 3 jours, puis il nous a parlé soit de l'Assemblée nationale, les lois, qu'est-ce qu'on fait, mais en réalité, de travailler dans ton comté. Et moi, comme vous le savez, Gilles, moi, j'étais un député de comté et non pas un député de l'Assemblée nationale. Justement, comment vous êtes habitué à ça, là, l'Assemblée nationale? Parce qu'il y a des exigences, il y a des décorums, il y a des façons, des règlements. Est-ce que vous étiez à l'aise là-dedans? Je ris un peu de vous. Là. OK. N'oubliez pas, j'avais une notoriété parce que je jouais au football. Puis on a gagné le Coupe Grey cette année-là. Comme ça, en réalité, à l'extérieur de l'Assemblée nationale, je faisais plus pour le parti que d'avoir été ici avec 75 d'autres. Et Robert Bourassa, c'est ça qu'il a accepté. Puis j'étais bien défendu et bien aimé à l'époque au sein du caucus aussi. Comme footballeur, ça, c'est arrivé quelques mois après votre élection. Oui. Comment vous conciliez les deux? Vous dites que vous passez plus de temps au football qu'à député? Mais n'oubliez pas une chose, chanceux comme je suis, l'autostade où ce que les Alouettes jouaient, où ce qu'ils pratiquaient d'une façon quotidiennement, c'était dans le comté de Sainte-Anne. Comme ça, j'étais toujours dans le comté. Et, mais
Personne disait quoi que ce soit contre ça, parce que, premièrement, on était majoritaire ici, et deuxièmement, c'était bien pour le parti. Et ils ont accepté ça. Les premières attentions que vous avez eues comme député, c'était pour les jeunes et pour les personnes âgées. Pourquoi les deux extrémités, pas le centre? Non, c'était une bonne question. À un certain moment donné, moi et mes amis, nous avons décidé qui qu'on va aider. On ne peut pas aider tout le monde. Ça, c'est impossible. On va commencer avec les jeunes. On va commencer avec les jeunes, les bourses d'études que j'ai distribuées. Puis ça, c'est venu de l'argent de l'Assemblée nationale que j'ai gagné, moi, et au football. Une partie de votre salaire. Exactement. Puis, c'est drôle. Peut-être j'en ai donné, 300, on va dire. Whatever. Okay. Il y a 2 ans, j'étais dans un restaurant avec ma femme, puis un homme qui a maintenant un certain âge, il arrive, puis il me donne la main, il dit, j'ai dit non. Il dit, j'ai été un des jeunes qui ont reçu une bourse d'études il y a 40 ans. C'est fort, ça. Comme ça, les jeunes, eux, j'étais toujours dans les écoles. Il y avait besoin d'un autobus, il y avait besoin de... Ça, c'était le rôle d'un député, comme je le voyais, moi. Et comme ça, les jeunes, ils retournent à la maison, « Monsieur Springate, Monsieur Springate, Monsieur Springate ». Ça rentre dans la tête des parents. Il aide mes enfants. Deuxième, j'étais toujours dans les maisons des foyers pour les jeunes, des personnes âgées, 3e âge, qui m'aimaient énormément. OK. Il y avait besoin de ci, il y avait besoin de ça. Comme ça, eux, les parents, 70, 80, parlaient à leurs enfants qui sont des parents et les jeunes qui vont à l'école. Comme ça, les gens de 25 à 60 ans, les deux côtés, les jeunes, et comme ça, c'est comme ça que je fais ma propagande, si vous voulez. Mais en réalité, c'est ça que je vois le rôle d'un député. Vous ne pouvez pas aider tout le monde, c'est impossible. Établir donc ce que vous allez faire, puis faites-le. C'est ça que j'ai fait. Puis ça m'a aidé énormément. Et beaucoup de terrain. Beaucoup. Parlant de terrain, vous étiez aussi joueur de football pour les Alouettes, et à l'automne 70, un moment dramatique, c'est l'enlèvement et l'assassinat de Pierre Laporte. Vous étiez à Toronto pour un match important contre les Argonauts. Comment vous avez appris, comment vous avez réagi? OK. La chose, c'est que M. Laporte avait été enlevé, je pense, 5-6 jours avant. Et moi, j'étais dans ma chambre de l'hôtel, on jouait le dimanche après-midi, quand Rocky Brisebois, anciennement de CGMS, me téléphone. Lui, il faisait des descriptions des matchs. Il me dit, « George, il vient de trouver Laporte, il était assassiné. » Ça frappe en maudit, ça. On ne s'attendait pas à ça. Cross, il est sorti vivant, Laporte, non. Et le lendemain, avant le match, ils ont donné 1 minute de silence pour Pierre Laporte, à Toronto. C'est fort, ça, maudit. Tout de suite après le match, on m'a emmené à Montréal, où on a eu une caucus où je ne me souviens plus. Et là, on a parlé de ce que nous attendait. Okay. Moi, j'étais un député derrière-ban. Pour les ministres, c'était d'autres choses. Les ministres, ils ont été installés à l'hôtel La Reine-Élisabeth, puis nous autres, c'était à la maison. Puis, c'est là où ils ont commencé avec des soldats devant chez nous, 2 soldats par 6 heures. Okay. Ça devait vous faire drôle, vous, que vous n'étiez pas habitué à ça? Du tout. Okay. Moi, j'étais habitué de protéger les gens, pas que quelqu'un était pour me protéger. Et à un certain moment donné, des amis de service de la police de Montréal, ils ont commencé d'être avec moi. Lorsqu'on a gagné la Coupe Grey, à Toronto, j'avais 2 policiers sur le banc avec moi. Oui, mais vous aviez, je ne sais pas, 20 joueurs autour de vous, des joueurs de football. Ça protège, ça aussi? Bien, 2 policiers armés se protègent encore mieux. Oui. Mais ça, cette protection-là, vous l'avez eue pendant un certain temps. Jusqu'au défilé de la Coupe Grey, au moins? Oui. Puis, le défilé de la Coupe Grey, c'était d'autres choses. On a gagné le match un samedi. On est revenu à Montréal le dimanche matin. Et l'aéroport, on regardait la fenêtre de l'avion.
il y avait du monde qui nous attendait. Et le lundi, c'était notre défilé. Et j'ai remarqué une chose. Les gens étaient là parce que nous avons gagné le Coupe Grey, mais il y avait une multitude de gens qui étaient là parce qu'il n'y avait plus de l'armée dans leur entourage, il n'y avait plus de tanks. Puis Montréal, on a retrouvé notre Montréal. Et en réalité, la célébration, c'était pour ça, et non pas parce qu'on a gagné un Coupe Grey. En 71, l'année suivante, vous avez reçu plusieurs décorations, homme de l'année, athlète de l'année, et j'en passe. Dans quelles circonstances vous avez eu ça? C'est que, comme l'athlète de l'année, j'imagine qu'il y a eu un vote, puis c'est moi qui... Puis c'était dans... wow! Il y a Doug Harvey l'avait remporté, Bobby Orr, Sam Etcheverry, puis là, moi, je ne suis pas de la trempe des autres comme athlète, là. Il faut... Mais j'avais une notoriété. C'est ça. OK. L'homme de l'année, jeune Canadien de l'année, j'ai été le seul député qui jouait au sport professionnel, qui aidait les jeunes, etc., etc. L'affaire de Pierre Laporte, tout ça, c'est venu puis ils me l'ont donné. J'ai été très chanceux dans ma vie, puis on parlera un peu plus tard des choses que j'ai obtenues, des gens qui m'ont reconnu pour ça. Je suis très chanceux. À l'Assemblée nationale, ça, c'était... ça faisait 1 an là, que vous étiez à l'Assemblée nationale. Les commissions parlementaires, les travaux de la Chambre, est-ce que ça vous passionnait? En 71, je pense que j'ai été ici 8 jours. J'ai été un député de comté. Je jouais au football. Et on avait une majorité assez forte, OK? Comme ça, ils n'avaient pas besoin de moi ici. Et moi, j'avais d'autres chats à fouetter dans le comté. En 73, en octobre 73, M. Bourassa déclenche des élections. Aviez-vous un bon bilan présenté à vos électeurs? Moi, oui. Le parti exceptionnel. On avait, avec Castonguay, santé maladie, on avait aussi les droits légaux si vous n'aviez pas d'argent, dentaire pour les enfants. Tant qu'à moi, c'était le meilleur gouvernement qu'on a eu au Québec depuis, je ne sais pas, puis encore ces 3 ans-là. Les 100 000 emplois aussi? Ben James. Autrement dit, Robert Bourassa avait présenté, promis 100 000 jobs, puis on les a eus. Puis, c'est facile de dire les slogans. Ben, Robert Bourassa, il l'a fait. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Bourassa, politicien fin comme qu'il est, il nous amène à un caucus dans une église à Québec. Et là, il nous dit qu'à 7 heures, il va déclencher des élections. Puis, brillant comme qu'il est, il dit, quand vous allez quitter la salle, j'ai signé toutes vos affaires, vous allez être, il n'y a pas besoin des nominations, vous allez tous aller être des candidats. Wow! C'est pour ça que les députés l'aimaient. Hein? Pas de nomination. Je suis candidat. Les gars l'ont aimé en maudit. Et c'était facile de gagner celle-là. Puis Frank Hanley est revenu contre moi encore, puis il s'est fait laver, comme ça. Puis en réalité, c'était une élection assez facile pour nous. Les gens de Sainte-Anne, vous avez accepté et adopté? Oui. Ce que j'ai trouvé, moi, puis j'étais tout partout. Moi, j'étais tout partout. Que les gens ils vont vous accepter. Si vous faites une erreur, puis vous admettez que vous avez fait une erreur, ils vont vous accepter. Okay? Ben, c'est quand vous commencez à danser. C'est là. Il faut toujours, comme il y a 2 sortes de gens dans la vie. Soit vous regardez le défilé ou vous êtes dans le défilé. Ça, en réalité, c'est ça. Moi, j'ai toujours voulu être dans le défilé, puis en avant. Mais pas trop en avant. Parce qu'il faut toujours, est-ce qu'il me suit? Ça, c'est est-ce qu'il me suit? Et l'autre chose, est-ce que je les écoute? Parce qu'il faut écouter ce que les gens vous disent. Puis, quand vous ne faites pas ça, vous allez avoir des problèmes. Vous êtes député, mais en réalité, vous êtes le porte-parole pour votre circonscription, puis si vous oubliez ce qu'ils disent les autres, là, vous ne seriez pas réélu. En 1973, vous avez été réélu, mais vous n'étiez pas seul. Il y a eu 102 députés libéraux élus sur 110. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette victoire-là?
qu'on n'était pas à avoir des problèmes, puis on les a eus. Notre premier mandat, Robert Bourassa rencontrait une fois par semaine une dizaine de députés pour le lunch. Comme ça, chaque député, une fois par 6 semaines ou 7 semaines, on avait une opportunité de parler directement à notre chef. Puis il nous écoutait. Ça, c'est fort, ça. En 70 et 73, ça. Rendu en 74, 15, avec tout ce monde-là, il n'avait pas de temps pour le faire. Comme ça, il a manqué ça, lui, parce qu'il n'était pas à l'écoute. Okay. Deuxièmement, il y avait promis à des gens candidats de dette qu'ils n'étaient pas être nommés ministres. Lui, il ne pensait jamais à 102. Puis là, il ne pouvait pas nommer tout le monde, là. Comme ça, vous avez des gens qui ne sont pas... John Chiachia, par exemple. Lui, on était de le chercher parce qu'il n'était pas devenir ministre de whatever. Okay. C'était plein de ça. On n'avait pas, en réalité, une habilité de parler. Si on voulait parler à des ministres, bien, eux, ils étaient tellement bombardés que... Puis c'est là, les roues nous ont descendu. Le pire gouvernement qu'on a jamais eu dans la province du Québec. Et n'oubliez pas, on avait Jean Drapeau à Montréal avec les Jeux olympiques et le coût du stade. Il fallait présenter les Jeux olympiques. On ne pouvait pas. C'est pour ça qu'ils ont mis Victor Goldblum en charge quand il ne restait que 4 mois. Mais c'est nous qui avons payé fort pour tout ce qui s'est arrivé. Durant cette période-là, vous dites, bon, il fallait s'occuper de quelque chose. Vous êtes devenu professeur au collège. Quand j'ai quitté le football professionnel, on m'a demandé, on est venu me voir avec un lunch, est-ce que vous accepteriez d'être le cofondateur du programme des techniques policières à John Abbott College, en anglais? Et j'ai accepté. J'ai accepté pour plusieurs raisons. Premièrement, ça me prenait de l'argent. N'oubliez pas, quand j'ai été élu, le député gagnait que 15 000 par année. Puis il n'avait pas toutes les dépenses comme aujourd'hui. C'était complètement différent. Comme ça, il fallait que je gagne ma vie aussi. C'est pas simplement comme député. Ça, c'est une des raisons. Je suis un bon prof. Ça, j'étais un maudit bon prof. Quelque chose que je voulais faire. Comme ça, j'enseignais le lundi et le mardi matin. Et je montais ici après. Je vous remercie, M. Springate. On se revoit la semaine prochaine.